Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le taux d'amortissement. Alors le taux d'amortissement, c'est le pourcentage qui, appliqué à la valeur d'entrée ou la VNC, on va voir ça selon le cas, permettra de déterminer le montant de l'annuité d'amortissement. Vous vous souvenez, l'annuité d'amortissement, c'est le montant de l'amortissement que je calcule pour cette année. Comment je calcule cette annuité d'amortissement? Ça va être la valeur d'entrée de l'IMO telle qu'on a dit qu'on la calculée multipliée par le taux, ou, on va voir certains cas, la valeur nette comptable multipliée par le taux. Ça, pour ceux qui ont déjà fait un tout petit peu de comptabilité, c'est la différence entre l'amortissement constant et l'amortissement dégressif. On est d'accord? D'ailleurs, vous allez mieux comprendre ce que je viens de dire, c'est qu'il existe 3 sortes d'amortissement. Ce qu'on appelle l'amortissement constant ou linéaire, l'amortissement dégressif et l'amortissement dérogatoire. Bien entendu, dans les cours qui vont suivre, nous reprendrons chaque type d'élément, chaque type d'amortissement pour savoir, comment on le comptabilise, comment on le calcule et quelles sont les incidences, etc. etc. Donc 3 sortes d'amortissement, constant, dégressif, dérogatoire. Qu'est-ce que c'est que la base d'amortissement ou la base de calcul? Le principe étant le suivant. La base d'amortissement, ça va être quoi? Le montant sur lequel on applique le taux d'amortissement pour avoir la nuitée d'amortissement. Je répète, la base d'amortissement, ou si vous préférez la base de calcul, c'est le montant sur lequel on va appliquer le taux d'amortissement pour avoir l'amortissement d'accord. Le problème, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on le verra par la suite, c'est que cette base de calcul est différente selon que l'on amortit le bien en constant ou en dégressif. D'accord? La base de calcul, c'est le montant sur lequel on applique le taux. Eh bien, cette base de calcul n'est pas la même si on amortit en constant ou si on amortit en dégressif. Il faudra savoir le faire. En effet, quand on amortit en constant, quel que soit l'exercice sur lequel on travaille, la base, c'est la valeur d'entrée de l'IMO. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors que, quand on amortit en dégressif, on le verra en détail, bien sûr, la base est différente entre le premier exercice et les exercices suivants. Pour le premier exercice en dégressif, la base, c'est la valeur d'entrée de l'IMO, telle que je vous ai dit qu'elle se calculait, le prix d'achat hors taxe, plus les frais accessoires, etc., etc., plus éventuellement la TVA non déductible. Eh bien, ça sera la valeur d'entrée de l'IMO pour le premier exercice. Autrement dit, pour le premier exercice, quand on amortit en dégressif ou en constant, c'est pareil. Par contre, en dégressif, à partir du deuxième exercice, la base d'amortissement, le montant sur lequel on va appliquer le taux, donc ici dégressif, ça sera la VNC, la valeur nette comptable de l'année précédente. On verra ça, ne vous inquiétez pas, en long, en large et en travers. Alors, attention au cas particulier suivant quand même, suite à la magnifique réforme concernant les amortissements. Alors, on le verra en long, en large et en travers plus tard. Ça, c'est attention, c'est un peu délicat. Attention au cas particulier suivant. Nous verrons plus tard que s'il existe une valeur résiduelle de l'immobilisation, c'est-à-dire la valeur de revente potentielle à la fin de l'utilisation de l'IMO, et que cette valeur de revente est connue dès le départ, d'accord, eh bien cette dernière, la valeur résiduelle, viendra en diminution de la valeur d'entrée pour trouver la base amortissable. De quoi il parle? De quoi il parle? Moi, je vous ai dit que la valeur d'entrée d'une immobilisation, ce que l'on met au débit du compte 2 quand on l'achète, c'est quoi? Le prix d'achat hors taxe, plus les frais accessoires, est-ce que vous êtes d'accord? Plus éventuellement la part de la TVA non déductible. Ça, c'est la valeur d'entrée. La base d'amortissement, il y a un cas particulier, la base d'amortissement. Qu'est-ce que ça va être? Dans un cas, je vais vous l'expliquer. Regardez bien. Vous achetez un véhicule aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord que pour un véhicule, il y a un argus? C'est-à-dire qu'avec un argus, pour un véhicule, vous savez que si la durée de vie de votre véhicule est de 4 ans, vous savez dans 4 ans combien vous pourriez le revendre.
Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, dans 4 ans, on le revendrait 20% de sa valeur d'aujourd'hui. Eh bien, dans ce cas-là, quand il existe un Argus, il n'y en a pas pour tous les éléments, eh bien, la base amortissable pour calculer l'amortissement, ça sera la valeur d'entrée moins ce prix de cession net de frais de cession. Je m'explique. Le prix d'achat hors taxe de l'IMO, plus les frais accessoires hors taxe nécessaires à la mise en état d'utilisation, ça s'appelle la valeur d'entrée de l'IMO. Mais, si je connais dès le départ le prix de cession potentiel dans 4 ans de l'IMO que je viens d'acheter, la base amortissable, ça sera cette valeur d'entrée moins ce fameux prix de cession. Alors pourquoi on dit net de frais de cession, on verra ça plus tard, parce qu'en plus, nouvelle réforme, on continue l'usine à gaz, ça veut dire qu'on est capable de savoir à l'avance quels vont être les frais que j'engagerai dans 3 ans pour vendre mon immobilisation. Exemple, les frais d'envoyer des petites annonces ou de passer par une agence pour revendre mon immeuble. C'était beaucoup trop simple avant. On fait les choses compliquées, il faut bien justifier le salaire de certains. D'accord? Donc, prix d'achat hors taxe de l'IMO plus les frais accessoires hors taxe égale la valeur d'entrée, ce que je mets au débit du compte de la classe 2. Et ensuite, dans certains cas, je retirerai le prix de cession de l'IMO. Vous comprenez que le prix de cession de l'IMO, je répète encore une fois, ça ne peut marcher que s'il existe un argus. C'est-à-dire que si je peux connaître à l'avance, évidemment, je n'ai aucune certitude, on est bien d'accord en plus. Je ne peux pas savoir dans 4 ans mon véhicule exactement au centime près combien je le vendrai. Par contre, ce que je sais, parce qu'il y a un argus, c'est que la première année, il perd, on va dire, 25% de sa valeur. La deuxième année, il perd encore 20%. La troisième année, 15%. La quatrième année, 10%. Donc, si je le revendais à la fin de la quatrième année, statistiquement, je ne sais pas, moi, il vaut plus que, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, 20 ou 25% de sa valeur d'origine. D'accord ? Si j'anticipe que pour vendre mon véhicule, je dois passer une annonce dans un journal ou passer par un revendeur qui va me prendre 348,27 € TTC de frais de cession, eh bien, je retirerai le prix de cession de la valeur d'achat moins les frais de cession de ce véhicule, par exemple. D'accord ? On est d'accord sur ça, on le verra, bien sûr, en long, en large et en travers. Ensuite, quels sont les IMO non amortissables? Alors là, c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué, mais vous vous souvenez qu'il y a 3 sortes d'IMO. Vous vous souvenez? Les IMO incorporels, les IMO corporels et les IMO financières. Je fais simple. Je vais me faire arracher un œil par les puristes de la comptabilité. Moi, je considère que qu'est-ce que c'est qu'un amortissement? Ça constate la dépréciation d'un bien définitif. Non, ça constate ce que les avantages attendus par l'utilisation de cette immobilisation sur sa durée de vie et l'âge du capitaine, etc. Moi, je vous dis qu'un amortissement, ça représente la dépréciation d'une immeuble. Eh bien, il se trouve qu'il y a des IMO qui ne se déprécient pas. Lesquels sens? Eh bien, vous avez les terrains. Un terrain, ça ne s'amortit pas, parce qu'un terrain, ça ne perd pas de valeur. Sauf, et vous allez le comprendre, les terrains miniers et les carrières. Ben oui, quand vous achetez une mine, c'est pas tous les jours, vous allez me dire, la dernière fois c'était il y a longtemps, donc quand vous achetez une mine, par définition vous creusez, vous achetez une carrière, par définition vous creusez, et plus vous creusez, plus il y a un trou, et moins le terrain a de valeur. Vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine. Donc les terrains ne s'amortissent pas, sauf le cas particulier des mines et des carrières. Le fonds de commerce ne s'amortit pas non plus. On verra qu'il peut se déprécier, mais ça ne s'amortit pas. Évidemment, les immobilisations financières, les titres, ça ne s'amortit pas, les titres. Titres de participation, titres immobilisés, ça ne s'amortit pas. Ça peut perdre de la valeur, mais ça, on verra que ça sera une dépréciation, pas un amortissement. Les marques, les procédés, les formules de fabrication, le droit au bail, ça fait partie des IMO incorporels, sauf un cas particulier où, je peux vous en parler, mais on ne vous embêtera pas avec vous. Par exemple, les brevets, s'ils n'ont pas une durée déterminée, ils ne sont pas amortissables. Oui, quand vous achetez un brevet,
il y a deux cas de figure. Vous achetez un brevet et vous en êtes le propriétaire définitivement. Dans ce cas-là, ce n'est pas amortissable. Vous achetez un brevet, mais vous achetez un brevet, d'un point de vue technique, vous voyez, pour l'utiliser pendant 5 ans. Et c'est écrit contractuellement. Là, le brevet s'amortit sur 5 ans. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Par contre, un brevet, vous l'achetez et il est à vous définitivement, ça ne s'amortit pas. D'accord? Attention, donc, c'est rien de grave, hein, c'est pas, mais toutes les IMO ne sont pas amortissables. Je répète encore une fois, les terrains, sauf les mines et les carrières, les IMO financières, les titres ne s'amortissent pas, le fonds commercial ne s'amortit pas, les marques, les procédés, les formules de fabrication, le droit au bail ne s'amortit pas, et les brevets ne s'amortissent pas, sauf si vous achetez un brevet que pour une durée limitée dans le temps. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces IMO. Encore une petite remarque quand même, les frais d'établissement peuvent s'amortir sur une durée maximum de 5 ans, d'accord, on verra ça aussi plus tard. Sachez que tant que les frais d'établissement, vous savez, les frais d'établissement, c'est quand on a créé la société, tous les frais d'établissement, tant qu'ils ne sont pas amortis, on ne peut pas distribuer de dividendes. Voilà pourquoi les entreprises vont très vite pour essayer d'amortir les frais d'établissement pour pouvoir satisfaire leurs actionnaires et distribuer, si c'est possible, des dividendes rapidement.